Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier les laboratoires Janssen de m'avoir invité pour co-animer ce symposium. Et comme vous le savez, le rhumatisme psoriasique se caractérise par son polymorphisme clinique qui est à l'origine d'un retard de diagnostic, surtout en l'absence de critères de diagnostic. Et donc les nouvelles recommandations que vous connaissez, les recommandations de l'AR et le GRAPPA, le groupe de recherche sur le rhumatisme psoriasique, s'accordent sur deux choses importantes. L'importance d'un diagnostic précoce, 1. 2. La stratégie de traitement treat to target, c'est-à-dire qu'on va cibler, avoir une cible thérapeutique et on va chercher cette cible thérapeutique et ils vont se différencier et on va le voir sur le choix et le positionnement des biothérapies. Alors, le professeur Hassoni a présenté le jeudi les actualités sur le rhumatisme psoriasique. Donc, pour ne pas qu'il y ait de redondance, nous avons préféré voir ensemble une prise en charge de rhumatisme psoriasique dans la consultation de tous les jours à travers un cas clinique assez simple. C'est juste pour montrer les différentes étapes en suivant les recommandations. C'est un patient qui est âgé de 50 ans, qui est suivi pour hypertension artérielle. Donc vous voyez l'âge, on n'est pas toujours dans le sujet jeune typique SPA. C'est un patient qui était suivi pour une lombalgie mécanique pendant plusieurs années, mais depuis 3 mois, il y a eu un changement de la symptomatologie puisque ces lombalgies deviennent inflammatoires avec une raideur matinale et un dérouillage matinal. Vous l'examinez, il a 3 synovites, 2e, 3e et 4e au niveau des deux mains, donc 6 synovites, et vous remarquez qu'il a des lésions des ongles qui étaient négligées et qui étaient prises pour une onychomycose. Donc vous l'envoyez chez le dermato vous répond que c'est un psoriasis. Première recommandation, c'est que des 2 sociétés savantes, le rhumatisme pso, c'est une atteinte multisystémique, donc il faut absolument une collaboration entre rhumatologues et dermato dans le cadre du rhumatisme pso ou avec les gastro dans le cadre des spondylarthropathies d'une manière générale. Vous faites bien évidemment une radiographie qui montre une sacroiliite stade 2 et un bilan inflammatoire. Il a un petit syndrome inflammatoire, une VSA 35, une CRPA8 et bien évidemment, il faudrait éliminer une association de psoriasis et de polyarthrite rhumatoïde et vous avez votre anticorps anti-CCP qui est négatif. Donc le problème de diagnostic ne se pose pas du tout chez ce patient puisque c'est un diagnostic simple, c'est un rhumatisme pso mixte, axial et périphérique. Donc le problème se pose surtout dans les autres formes cliniques puisqu'on peut avoir des formes distales qui ressemblent à une arthrose érosive, donc il faudrait savoir devant une arthrose érosive demander les autres signes des spondylarthropathies d'une manière générale. Forme polyarticulaire qui ressemble parfaitement à la polyarthrite rhumatoïde, la forme oligoarticulaire où parfois on a un petit doigt qui nous fait mal et on ne fait pas attention, et puis la dactylite surtout quand elle est au niveau du gros orteil, elle peut être prise pour une crise de goutte, surtout si le patient ne consulte pas un rhumato, donc il passe son temps chez les généralistes qui le traitent pour une crise de goutte. Donc, toutes ces formes cliniques peuvent entraîner un retard de diagnostic et plusieurs études ont montré que le retard de diagnostic est un facteur indépendant de mauvais pronostics chez les patients qui sont suivis pour rhumatisme pso. Donc 6 mois seulement de retard peut être contribue à une mauvaise évolution. Donc ici, c'est le registre suédois qui montre que donc, par rapport à un suivi pendant 5 ans, le retard de diagnostic était un facteur indépendant de mauvais pronostics à 5 ans. Est-ce que l'échographie, dans ces cas-là, peut être utile? Alors, l'échographie peut répondre à plusieurs questions. Quelle est la cause du gonflement? Quelle est la structure anatomique qui est atteinte? Est-ce qu'il s'agit d'un rhumatisme destructeur ou pas? Mais parfois, si on a la chance, on peut avoir des images qui sont typiques, soit on trouve des anthésites. L'aspect hypoéchogène du fléchisseur à l'insertion sur P3, qui est assez typique du rhumatisme psoriasique, la dactylite avec la péritendinite des extenseurs, ou depuis un certain temps, on parle de l'échographie de l'onychopathie psoriasique, où on peut trouver des signes assez spécifiques du rhumatisme psoriasique. Mais sinon, la plupart du temps, il n'y a pas actuellement d'apport, en tout cas dans les recommandations, de l'échographie dans le rhumatisme psoriasique, mis à part ces cas qui sont très spécifiques. Donc, pour revenir à notre patient, on a posé le diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on va passer directement au traitement? La réponse, bien évidemment, est non, puisqu'on doit d'abord évaluer. L'évaluation, c'est le deuxième grand problème des rhumatismes psoriasiques, puisque nous disposons de plusieurs critères d'évaluation, des critères qu'on connaît qui sont vus aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, comme les critères ACR, le DAS, mais vous avez des critères composites qui sont spécifiques du rhumatisme psoriasique, le DAPSA, le SPDAI, le PAS-DAS. Comme on en a beaucoup, il y a eu un papier, ils viennent juste de sortir ce mois. C'est un papier c'est une conférence de consensus Grappa-Omeract qui se sont réunis pour voir quel est le critère finalement qu'on doit utiliser pour le rhumatisme psoriasique. Alors il y avait 128 rhumatologues et 139 patients qui ont évalué tous les critères. Et au fait, le consensus, c'est il n'y a pas de consensus. Donc la réunion, c'était on ne peut pas choisir un critère parmi d'autres, il faut évaluer, à chacun d'évaluer comme il veut. Quand on voit les recommandations, ils disent qu'il est préférable, mais ils ne spécifient pas qu'on doit absolument utiliser soit l'ASDAS pour tout ce qui est axial, soit le DAPSA ou le MDI pour tout ce qui est rhumatisme périphérique. Donc, résumé, il faut évaluer, vous choisissez le critère d'évaluation qui vous convient, généralement le plus facile à utiliser, puisque dans les critères composites, ils sont un peu plus compliqués, en tout cas en consultation de cabinet privé ou en consultation de tous les jours, ça paraît un peu compliqué. Donc pour revenir à notre patient, il avait 6 synovites au niveau des mains et une atteinte axiale. Donc on va commencer par l'évaluation périphérique et on se dit finalement, 6 synovites, il a des petites synovites, ça doit être quelque chose de peu actif. Or, quand on évalue, quand on utilise des critères d'évaluation, le DAPSA, ici vous voyez l'indice synovial à 6, l'indice articulaire à 8, la CRP à 0,8, et le DAPSA, il est à 25. Or, 25 va correspondre à une pathologie qui est modérément active. Par rapport à l'atteinte axiale, il a un ASDAS à 3, c'est-à-dire qu'il a une forme évoluée. Donc, alors que si on ne fait pas ces critères, on a l'impression qu'il est finalement peu actif. Au fait, c'est un malade qui est très actif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe directement au traitement? En fait, il manque une chose, c'est la prise en charge des comorbidités. La prise en charge des comorbidités, surtout le risque cardiovasculaire, notre patient est hypertendu, il n'est pas traité. Or, il a été démontré dans toutes les études, ici c'est une méta-analyse qui montre qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire dans le rhumatisme psoriasique. Et ce risque cardiovasculaire n'est pas pris en charge. Ici, vous avez une étude internationale multicentrique qui montre une prévalence très importante des facteurs de risque cardiovasculaire qui va jusqu'à 80%. Or, le problème, c'est une étude qui a été faite au Canada, aux États-Unis, et qui a montré que 60% des malades qui ont une hypertension artérielle ou une dyslipidémie ne sont pas pris en charge, donc ne sont pas traités chez les patients qui ont un rhumatisme psoriasique. Or, c'est un facteur de risque important. Et dans les recommandations, aussi bien les recommandations de l'EULAR et les recommandations de Grappa, ils vous disent qu'il faut absolument prendre en charge les facteurs, les comorbidités et essentiellement ce problème cardiovasculaire qui est important chez le rhumatisme psoriatique. Alors, traiter le patient, traiter pour quelle cible? Qu'est-ce qu'on cible? Dans les recommandations, 2 cibles, soit la rémission totale, soit la low disease activity, donc qui a selon le critère qu'on a vu tout à l'heure. Et cette étude que vous devez connaître, c'est l'étude TICOPA. C'est une étude où les patients ont été randomisés en 2 groupes avec une cible thérapeutique, c'est-à-dire la rémission ou la MDI. Sinon, c'est un traitement standard, c'est-à-dire que c'est le médecin qui fait ce qu'il veut comme il a l'habitude de faire. Alors, dans la stratégie, vous avez les patients qui sont traités par méthotrexate. Si on n'atteint pas la cible, on donne méthotrexate et salazopérine. Si ça ne marche pas, on va donner une biothérapie. Si la biothérapie, c'était surtout l'ombrelle, et si la biothérapie ne marche pas, on switch vers une autre biothérapie. Alors voici les résultats. Vous voyez que quel que soit
Le critère ACR, au passage ici, on remarque que le critère d'évaluation était le critère ACR. Donc, quel que soit le critère ACR, ACR 20, ACR 50 ou ACR 70, nous avons plus de résultats dans le groupe Tight Control par rapport au groupe standard. Et quand on voit les thérapeutiques qui ont été utilisées, dans le groupe Tight Control, nous avons plus de biothérapie, ce qui est tout à fait normal pour atteindre un objectif de rémission. Il y a plus de biothérapie que dans le groupe standard. Donc, quel traitement? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme traitement? Et il y a plusieurs traitements qui ont été publiés dans le rhumatisme psoriasique. Vous avez bien évidemment les anti-inflammatoires, les DMARDs classiques, le méthotrexate, les liflunomide salazopérine, vous avez tous les anti-TNF-alpha et vous avez les nouvelles molécules anti-IL-17 et l'anti-IL-12, IL-23 dont on vient de parler tout de suite. Alors, les recommandations, je ne vais pas les refaire parce que vous les connaissez très bien, parce que le professeur Hassouni en a déjà parlé. Le GRAPPA va diviser l'atteinte du rhumatisme psoriasique en 5 groupes, donc le groupe atteinte périphérique, atteinte axiale, l'anthésite, la dactylite, mais aussi la peau et les ongles. Qu'est-ce qui différencie le LAR et le GRAPPA? On va voir d'abord la forme périphérique et vous allez voir ici, c'est un papier qui a fait une comparaison entre et ça permet vraiment de bien voir les choses, entre ELAR et GRAPPA. Quand on a un rhumatisme psoriasique, et là vous voyez qu'on peut commencer au début juste avec un anti-inflammatoire et des infiltrations. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, de commencer par un traitement de fond, bien évidemment, si la forme n'est pas active. Sinon, donc c'est méthotrexate ou les autres DMARDs par rapport à l'ELAR. Si les DMARDs classiques ne marchent pas, on va donner une biothérapie. Et dans la biothérapie, dans l'ELAR, on commence d'abord par les anti-TNF-alpha et quand ça ne marche pas, on passe à l'anti-IL-17 ou l'anti-IL-12, IL-23. Alors que dans le GRAPPA, vous voyez la différence la plus importante, déjà qu'ici, ils mettent d'emblée, en fonction de l'activité bien évidemment du patient, on peut choisir soit de donner un anti-inflammatoire, un DMARDs, un anti-TNF ou carrément directement les anti-IL-17, l'IL-12 et l'IL-23. Donc la principale différence entre le LAR et GRAPPA, c'est d'abord, dans le LAR, je ne peux pas donner un anti-TNF avant de donner un DMARDs classique. Et si il ne marche pas, si l'anti-TNF ne marche pas, je donne les autres, l'anti-IL-17 et l'IL-23, alors que dans le GRAPPA, d'emblée, comme a dit le docteur Bertello tout à l'heure, je peux commencer à une phase très précoce par l'anti-IL-17 ou l'anti-IL-12, l'IL-23. Donc, même différence par rapport à l'atteinte axiale, anti-inflammatoire, si ça ne marche pas, anti-TNF et puis les autres, alors que le GRAPPA, je commence, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchisation des biothérapies. Alors pourquoi ces différences entre les deux groupes? La différence, c'est que dans le groupe ELAR, c'est la Ligue européenne ce sont des rhumatologues, alors que dans le GRAPPA, il y avait des rhumatos et des dermatos. Et les études ont montré que l'anti-IL-17 et l'anti-IL-12 et l'IL-23 marchaient plus sur l'atteinte cutanée que les anti-TNF-alpha. Donc, dans le groupe, ils privilégiaient l'atteinte cutanée, comme on a vu sur la présentation du GRAPPA. Il y a la phase cutanée, et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette différence entre ELAR et GRAPPA. Alors, pour revenir à notre patient, comme il était actif et comme on va suivre, l'atteinte cutanée n'était pas importante, on va lui donner du méthotrexate à 15 mg par semaine avec des anti-inflammatoires. On réévalue par le même critère d'évaluation à 3 mois. Au fait, il n'y avait pas d'amélioration, surtout dans la forme axiale, avec une persistance du psoriasis. Donc, on a conclu à un échec du traitement après 3 mois. Et donc, on va choisir de lui donner l'ustekinumab, donc le Stelara, et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'arsenal thérapeutique au Maroc des biothérapies va s'élargir avec l'arrivée du Stelara qui va être bientôt sur le marché. Donc,
Par rapport à notre patient, si on suit les recommandations du GRAPPA, le problème ne se pose pas. Si on suit les recommandations de l'ELAR, en principe, on doit passer par une biothérapie, par un anti-TNF-alpha, sauf que le patient a une atteinte cutanée et donc il vaut mieux commencer directement par l'anti-IL-12, IL-23 ou l'anti-IL-17. Alors, l'efficacité, je vais vous parler très rapidement des études sur l'efficacité du Stelara. Il y a eu 2 études. La première chez des patients naïfs d'anti-TNF-alpha. Et les patients ont été randomisés en 3 groupes. Groupe placebo, groupe 45 mg et groupe 90 mg. Et à la fin de la 24e semaine, le groupe placebo a été switché aussi en groupe Stelara pour des raisons éthiques, bien évidemment. Alors, vous voyez que les caractéristiques du patient, c'était la durée d'évolution de la maladie a été d'à peu près de 4 ans et avec une forme qui est active. Là aussi, vous voyez au passage que l'activité a été évaluée par le DAS 28. Alors, résultat, quelle que soit la dose, sur les critères ACR, ACR20, ACR50 et ACR70, il y avait plus de répondeurs dans le groupe Stelara par rapport au placebo. Ici, si on utilise le DAS comme critère d'évaluation, vous avez à peu près 70% des patients qui étaient répondeurs, quelle que soit la dose, du 45 ou du 90. Résultat très important par rapport à l'atteinte cutanée. Vous voyez la différence par rapport au placebo qui est impressionnante par rapport à l'atteinte cutanée. Ça marche aussi sur les anthèses et sur les dactylites. Or, on sait que ça nous pose beaucoup de problèmes, les anthésopathies des spondylarthropathies d'une manière générale. Le Stelara marche bien dans cette indication. Et quand on voit l'évolution à 100 semaines, c'est-à-dire les 3 groupes qui sont sous Stelara, vous voyez qu'il y a une persistance de l'amélioration à 100 semaines. ACR20, ACR50 et ACR70. Alors, ça, c'était la première étude avec les patients naïfs d'anti-TNF-alpha. La deuxième étude a été faite chez les patients qui pouvaient prendre un anti-TNF-alpha, donc même schéma d'étude, c'est-à-dire les 3 groupes et la même dose 45 et 90. Vous voyez ici que plus de 30% des patients avaient plus de 3 anti-TNF-alpha. Donc il y avait des patients qui étaient recrutés qui étaient très sévères puisqu'ils ne répondaient pas à 3 anti-TNF. Alors l'efficacité à 24 semaines a montré qu'il y a une amélioration de l'ACR, des critères ACR20, ACR50, merci beaucoup. ACR20, ACR50 et ACR70, même chez les patients qui étaient non répondants aux anti-TNF. Ici, vous voyez une comparaison entre la réponse des patients anti-TNF naïfs et les patients qui ne répondaient pas aux anti-TNF-alpha. Le résultat est tout à fait logique puisque les patients qui ne répondent pas aux anti-TNF sont des patients qui sont globalement plus sévères et donc on a une meilleure réponse thérapeutique quand on prend des patients qui sont naïfs d'anti-TNF-alpha. Alors, sur le plan pratique, quelle posologie ? Vous voyez que la posologie est de 45 mg parce que vous avez vu dans les études qu'il n'y avait pas de différence entre 45 mg et 90 mg. Donc, première injection à S0, la deuxième à S4, puis tous les 3 mois, de 45 mg. Il y a juste une différence quand on a un patient de plus de 100 kg. Vous voyez dans les études post-hoc, vous avez des études de ce groupe. Quand on a plus de 100 kg, vous avez une meilleure réponse avec le 90 mg. Donc, dans la posologie et les recommandations du produit, quand vous avez un patient de plus de 100 kg, il vaut mieux donner du 90 mg que du 45 mg. Alors, chez notre patient, dois-je garder le méthotrexate ? Il est sous métaux. Est-ce que je vais donner le Stelara en monothérapie ou en association avec le méthotrexate ? Dans l'analyse, alors, le produit est indiqué dans le rhumatisme pso seul ou en association avec le méthotrexate. Et quand on voit les études, ici les études en sous-groupe, patients avec méthotrexate et sans méthotrexate, il n'y avait pas de différence importante entre les 2 groupes, ce qui explique qu'on peut l'utiliser en monothérapie. Mais il y a cette étude qui a montré qu'il y a des anticorps anti-ADA, peu d'anticorps par rapport à l'adalimumab par exemple et à l'infliximab, mais ils existent. Et surtout que, vous voyez ici, quand on donne du méthotrexate, on a moins
de production d'anticorps. Donc si on peut garder le méthotrexate, tant mieux. S'il y a une contre-indication, il n'y a pas de problème à le prescrire en monothérapie. Sur le plan pratique, est-ce que le Stelara a un bilan préthérapeutique particulier? Est-ce que ça diffère des autres biothérapies? La réponse est non. C'est le bilan standard des biothérapies qui comprend la recherche de tuberculose, quoique il n'y a pas d'études qui a montré, il n'y a pas de cas de tuberculose qui ont été démontrés par l'anti-IL-12, IL-23, mais on demande quand même le bilan standard comme pour les anti-TNF-alpha. Quand est-ce que je dois réévaluer, c'est-à-dire quand est-ce que je vais avoir une réponse thérapeutique? C'est au bout de 12 semaines. Si au bout de 12 semaines, ça ne marche pas, j'arrête. Si j'ai une réponse partielle, il y a des études qui ont montré que je peux augmenter la réponse jusqu'à 16 semaines. Alors, si j'ai une réponse partielle, on n'a pas encore de réponse à est-ce que je dois augmenter la dose à 90 mg ou je dois rapprocher les injections. Il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière? Parce que généralement, dans les biothérapies, chaque biothérapie a une surveillance particulière. Par rapport à Stelara, il n'y en a pas du tout. Alors, dans les recommandations, on fait la surveillance classique, c'est-à-dire par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, l'activité de la maladie, bien évidemment les infections, les tumeurs, mais aucune surveillance biologique particulière. Donc je ne surveille pas le foie, je ne surveille pas le rein, je ne surveille pas la numération par rapport à une leucopénie ou une neutropénie, je ne surveille rien du tout. Il n'y a pas eu plus d'effets secondaires par rapport au contrôle. Et donc, pour conclure, le rhumatisme pso est relativement fréquent. On a la chance d'avoir des nouvelles options thérapeutiques avec les cibles intéressantes, et on parle aujourd'hui d'anti-IL-12, anti-IL-23. Il faudrait suivre les recommandations qui insistent sur la nécessité d'un diagnostic précoce, la nécessité de traiter pour une cible thérapeutique et de travailler en collaboration avec nos collègues dermatologues ou gastro. Je vous remercie.